Et 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 1er avril, il est 18h. Dans l'actualité, la fabrique citoyenne s'expose à Cergy. On en parle dans un instant. Avec nos invités, on part à la découverte de la lanterne à l'occasion de leur concert événement 12 horloges. Ça se passe demain. La chronique cinéma, Damien Morel. Et puis côté météo, demain, la journée est couverte avec quelques risques de pluie dans la journée. Côté température, comptez 6 en minimal, 14 en maximal. Un homme de 32 ans est mort lundi après une intervention de secours mobilisée pendant plus de 6 heures à Montigny-les-Cormeilles. L'alerte a été donnée vers 11h30. L'homme, connu pour des troubles psychiatriques et en rupture de traitement, selon les policiers, menaçait de mettre fin à ses jours. Un négociateur du raid a été dépêché et a tenté de le dissuader pendant plusieurs heures sans succès. Malgré l'intervention des pompiers et du SAMU, le décès a été constaté en fin d'après-midi. Un contrôle sanitaire surprise mené mardi dans le supermarché H-Market et l'atelier boucherie H-Schmitt à Saint-Fond-l'Aumône a tourné au mauvais bilan. Les agents de la direction départementale de la protection de la population du 95, de l'URSSAF et de la police ont relevé plusieurs infractions aux règles d'hygiène. Résultat, 215 kg de viande ont été détruits pour non-respect des conditions de conservation et 62 produits dont la date limite de consommation était dépassée ont été retirés des rayons. Le rapport évoque aussi un défaut de traçabilité des viandes et des pratiques commerciales trompeuses, notamment la vente de faux miel et des origines de produits impossibles à justifier. La direction départementale de protection de la population a mis en demeure les deux commerces pour se mettre en conformité sous 15 jours et un procès verbal pénal a été dressé contre H-Market. La fabrique citoyenne s'expose à Cergy. Pour en parler, nous recevons deux de ses membres. Bonsoir. 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 Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord ? Moi, c'est Strivine Rosania, un membre de la fabrique citoyenne. Je suis venue pour parler de ce qu'on a fait. Voilà, on va en parler dans un instant. Oui, bonjour. Je m'appelle Catherine Lost. Je suis mariée, 2 enfants, 5 petits-enfants. Et j'habite Cergy depuis plus de 42 ans. Donc je connais bien la ville de Cergy et je l'ai vue évoluer au cours du temps. Et oui, vous l'avez vu grandir, cette ville, effectivement. Alors justement, la fabrique citoyenne, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? La fabrique citoyenne a été créée par la mairie, à la demande du maire, pour faire parler les citoyens de Cergy et exposer certains sujets, notamment leurs problématiques. Le premier sujet qui nous a été demandé de traiter, c'était de valoriser le patrimoine de Cergy, qui est très important. Et pour le valoriser, nous avons donc choisi de faire un jeu qui se trouve entre le jeu de loi et puis le Trivial Pursuit. Un jeu qu'on peut retrouver dans les maisons de quartier d'ailleurs. Tout à fait, oui. Le deuxième sujet était ouvert et on avait envisagé de discuter de l'environnement, de la culture, à Cergy bien sûr, ou de faire des expositions concernant un objet de notre enfance. Et donc un sujet intergénérationnel. Faire venir à cette deuxième année des gens d'un certain âge, du Moyen Âge, et puis des gens beaucoup plus jeunes. Et ce sujet, il y avait une contrainte, je dirais, en termes de temps, puisqu'il fallait que tout soit réglé avant les élections municipales. Oui, effectivement, ouais. Voilà, donc ça a été assez serré pour discuter de cela. Et il y a une exposition à ce jour qui se tient à la médiathèque de l'Horloge jusqu'au 17 avril. Justement, on va en reparler. Rapidement, pour revenir sur la fabrique citoyenne, comment ça se passe ? Comment vous êtes entré à la fabrique citoyenne ? Je crois que c'est un tirage au sort. Comment ça se passe ? En ce qui me concerne, j'ai reçu un courrier, effectivement, me demandant si je voulais participer à la fabrique citoyenne. Et c'était un tirage au sort. Un tirage au sort qui avait un éventail de tout âge, c'est-à-dire que ça démarrait à 12-13 ans jusqu'à 80 ans, etc. Et par quartier. Et donc, habitant Cergy-le-Haut et faisant partie des personnes retraitées, j'ai été sélectionnée et j'ai accepté tout de suite de participer à cette fabrique citoyenne pour
pour Par donner... curiosité, je dirais Mm. d'abord, parce que je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis ensuite, j'ai trouvé une équipe très sympathique et on a pu développer ces différents sujets. Justement, comment ça se passe? Vous vous réunissez souvent? Racontez-nous un petit peu, c'est quoi votre travail du quotidien? Bah, de ma part, déjà, moi, pour que j'y sois rentrée à la Fabrique citoyenne, c'était au départ, ma fille était choisie. Et puis finalement, il manquait une personne, j'ai fini par être acceptée. Mm. Et puis, bah, moi, c'était la curiosité, en même temps la complicité avec ma fille. Oui. Et en même temps, la découverte de ce qu'on a fait, quoi, en gros. C'est l'occasion aussi de créer avec les autres, j'imagine des gens que vous connaissiez pas au début, c'est aussi une aventure humaine. Oui. Mm. On va parler de cette exposition, effectivement, partageons les objets cultes de notre enfance. Vous l'avez dit, vous vouliez parler justement des objets du quotidien, des objets de l'enfance. Comment ça s'est passé alors? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment vous avez travaillé sur ce sujet-là? Eh bien, c'était difficile de parler de ce qu'on allait faire, puisque on ne devait pas faire de publicité, compte tenu des problèmes des élections. Et donc, on en a parlé autour de nous en disant il faut présenter un objet de son enfance, quelque chose qui nous tient à cœur. Et quand on regarde l'affiche de l'exposition, on constate qu'il y a des enfants qui ont amené soit un doudou, parce qu'un doudou, c'est important quand on est en bas âge, soit des personnes plus âgées qui ont choisi des disques ou des vinyles, notamment Sheila, dans les années 60. Et puis, un jeune enfant que j'étais intéressée parce qu'il avait choisi un jeu d'échecs. Bon, tout le monde sait ce que c'est qu'un jeu d'échecs, mais cet enfant était ukrainien et son jeu d'échecs avait été fait en partie par son oncle qui est en Ukraine et qui joue beaucoup aux échecs et qui lui a appris à jouer aux échecs. En ce qui me concerne, j'avais amené un objet très, très original, très particulier, puisque c'était une planche à laver le linge. Et oui, ça raconte une histoire aussi. Oui, en fait, je suis en train de vider la maison de mes parents puisque je dois la vendre, et je suis tombée par hasard sur cette planche. J'étais très curieuse, très surprise de voir que mes parents l'avaient gardée, puisque c'était une planche qu'on utilisait pour laver le linge avant la machine à laver. Et ma mère a dû l'utiliser jusqu'à ce que moi j'ai à peu près 4-5 ans. Elle a subi 3 déménagements et elle était encore dans cette maison. Et pourquoi j'ai choisi cette planche à laver ? D'abord, c'est l'ancêtre de la machine à laver, donc c'est structuré comme l'intérieur d'une machine à laver. Et puis surtout, elle a une histoire particulière, puisque quand j'étais en CE2, donc à l'âge de 9 ans, je me suis fracturé le coude en tombant d'une balançoire. Et sur le trajet, en rentrant chez moi, il y a un monsieur qui m'a dit « Je vais vous aider ». Et ma mère est descendue de l'appartement à ce moment-là. Et il lui a dit « Allez chercher une planche ». Le monsieur lui dit « Allez chercher une planche ». Et ma mère, ne savant pas trop quoi faire, a amené cette planche-là. Et il lui a dit « Mais non, c'est trop gros pour mettre le bras dessus ». Donc c'est pour ça qu'elle a une histoire un petit peu particulière. Et oui, effectivement. Et vous, racontez-nous un petit peu votre objet, les objets qui vous ont touché. Mon objet concerne la cuisine et mon enfance en même temps, parce qu'on faisait des concours de qui rappe bien le coco et rapidement, et en même temps on faisait des musiques avec, en rappant. Et du coup, voilà. Donc c'est la râpe à coco. La râpe à coco. Finalement, effectivement, qu'on n'a pas aussi l'habitude de voir. C'est aussi l'occasion. J'imagine que ça a été l'occasion aussi pour vous de discuter avec les autres pour voir aussi quels étaient leurs objets et leur histoire en même temps. Non, déjà au départ, c'est déjà leur faire voir le truc, leur faire deviner au départ, avant que j'explique. C'était quoi, elle servait à quoi exactement, et pour moi j'ai trouvé ça très très intéressant, et voilà, et du coup j'ai pu faire découvrir à d'autres qu'est-ce que c'était, puis j'ai pu faire un peu de démo sur place. Et donc vous les avez racontés, ces objets, ça se passe avec des photos, aussi avec des podcasts d'ailleurs qui ont été produits par la radio chez nous. Qu'est-ce que vous retirez comme de cette expérience ? Pour moi, je pense que ça a dû marquer à nos jeunes qui ne connaissent pas notre vécu. Comme nous-mêmes, il y a d'autres choses qu'on n'a pas connues, mais qui peuvent être intéressantes. Mais j'ai trouvé ça bien de pouvoir faire découvrir ces choses-là, en fait.
Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Cette exposition, donc, ça se passe, l'exposition Partageons les objets cultes de notre enfance, ça se passe jusqu'au 17 avril à la médiathèque de l'Horloge. Et puis, dans le cadre du concert événement 12 Horloge, on y revient, qui aura lieu demain à la Lanterne, c'est l'occasion de rendre visite à l'association La Ruche, co-organisateur de cette soirée. Tour d'horizon pour comprendre qui est La Ruche et qu'est-ce qu'est la Lanterne. Reportage de Nour, on l'écoute. Je m'appelle Mathieu, je suis médiateur socio-culturel pour l'association La Ruche à Cergy. Je travaille plus particulièrement avec le public 11-17 ans sur le quartier de Cergy-Saint-Christophe. Alors La Ruche, c'est l'association pour laquelle je travaille. On fait partie d'un collectif qui s'appelle La Lanterne. Le collectif de La Lanterne, du coup, c'est plusieurs associations qui sont regroupées en 2017 avec différentes pratiques artistiques. Et depuis 2023, octobre, on a ouvert un lieu qui s'appelle aussi La Lanterne, du coup, et qui se trouve en face du lycée Galilée à Cergy. Ok, et en arrivant ici, donc sur la porte d'entrée, il y a écrit La Lanterne, le lieu des possibles, je crois que c'est écrit. Le lieu des possibles, tu peux nous expliquer un peu cette devise ? Alors, le lieu des possibles, en tout cas pour ma part, c'est un lieu qui se veut ouvert à toutes et tous, et on accepte vraiment tout le monde dans un cadre bienveillant. Donc on peut venir avec des idées, des envies de projets, des envies de faire des activités ici, des envies de créer des associations, et les gens présents sur place ont cette envie de transmettre et d'accompagner le maximum de personnes dans ces démarches-là. Et on se revendique d'éducation populaire. Il y a pas mal d'événements aussi qui ont lieu, des restitutions d'ateliers et des événements style concerts, expositions, fêtes de quartier et autres tout au long de l'année. À la Boîte Noire, du coup. Et donc du coup, voilà, la Boîte Noire, c'est la salle de spectacle qui peut accueillir jusqu'à 240 personnes debout. Et on a une petite scène où il s'y passe plein de choses tout au long de l'année. Vous travaillez avec le 12, vous travaillez en synergie avec d'autres associations qui sont à la Lanterne. Alors on travaille avec des associations qui sont à la Lanterne, on travaille avec le 12, on travaille particulièrement aussi avec la ville de Cergy, donc toute la maison de quartier Axe Majeur Horloge et les autres maisons de quartier de la ville. On travaille aussi beaucoup avec le Forum qui est dans la ville d'à côté à Vauréal, où on organise nous une scène ouverte une fois par mois là-bas, et on alterne avec la Lanterne. C'est important pour vous de travailler comme ça en équipe avec plusieurs associations, de salles de concert, la ville de Cergy? Oui, c'est super important parce que nous, ça nous permet de travailler hors les murs de la Lanterne, et inversement sur des comme le 12 Horloge, la salle du 12 est vraiment très grande pour accueillir ce genre d'événement. Donc du coup, la Lanterne est plus adaptée, et ça rentre totalement dans la volonté que ça soit une salle pour des sorties de résidence ou des restitutions de spectacles. On n'est pas une salle de concert avec une programmation comme le Forum ou comme le 12 dans le coin, quoi. Justement, là, on se trouve à la Lanterne. On est venu pour parler du 12 Horloge, du concert événement. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Alors, le 12 Horloge, c'est un concert qui a lieu 2 à 3 fois par an. C'est une collaboration avec la salle de spectacle du 12 qui se trouve à 200 mètres, même pas de la Lanterne. C'est une collaboration du coup où le 12 accompagne des artistes tout au long de l'année, et c'est leur sortie de résidence. Donc là, il y a 4 groupes qui sortent de résidence et qui vont présenter leur travail sur scène, et un 5e groupe qui est proposé par l'association La Ruche suite aux scènes ouvertes qu'on organise nous une fois par mois. Et c'est les bénévoles qui élisent leur coup de cœur et qui proposent du coup un groupe pour passer sur cette scène du 12 Horloge. Donc c'est un comité des bénévoles spécialement pour les coups de cœur des scènes La Ruche ? Alors nous, nos scènes ouvertes, ce sont les bénévoles qui sélectionnent les artistes qui postulent aux scènes ouvertes. Donc c'est une fois par mois. Et à la fin de chaque scène ouverte, on échange entre nous sur quel groupe nous a marqué. Et c'est des groupes qu'on rappelle pour la fête de la musique ou d'autres événements. Et donc notamment le 12 Horloge. Et c'est donc 5 artistes qu'on va retrouver pour cet événement. C'est Bisou Marie, Charlie Boy, Égide et Tessa Gali. 4 artistes donc accompagnés par le 12 et Théa Rose, l'artiste coup de cœur de La Ruche. Nagé dans le void culture, cerveau machine dans la tête en quête de démesure. Écraser ton nom méco sur les plaies de la morsure. C'est que tu ne le touches plus, ni de tes pas, ni de tes mots.
Et une jolie soirée qui se profile, entrée libre à partir de 5 €, ouverture des portes à partir de 19h30, c'est donc demain. Et puis c'est mercredi, tout de suite votre chronique cinéma de la semaine. Cette semaine, Damien Morel est allé à la rencontre d'un acteur incontournable du cinéma français, c'est Gérard Jugnot. C'est tout de suite et c'est sur RGB. Ah bon, il a pas de prénom. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Rubrique cinéma. Je suis Serge Martin, je suis désolé, je pensais pas que l'aéroport était aussi grand. S'il vous plaît, monsieur. Mais attendez, pourquoi vous m'emmenez là? C'est lui? Un petit truc, non? Oui, carrément. Mais ça va pas bien, vous êtes des grands malades. Vous êtes Thierry Durand de Solilès. Gérard Jugnot, Mauvaise Pioche est votre 13e film. Oui. Vous partez d'un cafouillage judiciaire médiatique bien réel. C'est l'histoire de l'homme arrêté par erreur et confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès. Qu'est-ce qui vous a accroché en premier dans ce projet? L'erreur d'identité ou le cirque médiatique autour de cette erreur? J'ai trouvé le fait divers absurde et invraisemblable, comme j'ai mis sur le titre. C'est invraisemblable, quoi. Que le mec ne lui ressemblait pas du tout. Et il y a eu un emballement médiatique. Donc, je me dis, tiens, c'est intéressant. Et puis moi qui traite toujours de personnages normaux ou ordinaires confrontés à des choses qui les dépassent, là, c'était vraiment un sujet de choix. Et puis, il fallait surtout s'éloigner pour en faire une comédie, malgré tout, même s'il y a un fond quand même très grave, comme dans toutes les comédies que je fais. Justement, votre spécialité, c'est un petit peu de jouer et de réaliser vos films, tout ça en même temps. Alors, en cas de conflit avec vous-même pendant un tournage, qui est-ce qui l'emporte? C'est vous, réalisateur, ou vous, comédien? C'est le réalisateur. C'est le réalisateur qui a toujours le dernier mot? Ah oui, toujours. Oui, parce qu'en fait, le réalisateur est au montage. J'ai coupé une seule scène. J'aime pas couper des scènes. Mais en tout cas, couper des répliques drôles ou des effets. Une scène où on a galéré parce qu'il y avait le mauvais temps, qu'on n'avait pas... Enfin, c'était compliqué à mettre en place. Non, la monteuse doit pas savoir tout ça. Elle monte un film, on n'est pas en train de dire pourquoi tu coupes ça, il y a machin, je l'aime bien. Non, on s'en fout de ça. Et donc le metteur en scène, c'est lui qui coupe tout ce que l'acteur n'aime pas, ça tombe bien. Non, on est assez souvent d'accord. Mais bon, après, c'est très compliqué de faire les deux, parce que je parle tout le temps de moi avec la monteuse. Coupe-lui là, qu'est-ce qu'il dit lui là? Enfin bon, c'est un truc de schizo. Voilà, un peu schizo. Et puis surtout, avec l'âge, c'est moins frais, quoi. De regarder son visage tous les jours, comme ça. Mais bon, on y arrive, quoi. Nous, ça nous fait toujours plaisir. Coup de tonnerre dans l'affaire Durand de Solilès. Un homme vient d'être arrêté en Italie, le principal suspect du quadruple meurtre de Brest. C'est une erreur, vous comprenez? Une erreur! Ça pue le fait divers. Sans révéler quoi que ce soit, le temps d'une séquence, vous rendez hommage au film Garde à vue de Claude Miller. Et toujours sans rien révéler, les nouvelles technologies nous aident aujourd'hui à aller beaucoup plus vite pour résoudre les affaires criminelles. Okay. Alors ces nouvelles technologies, dont bien sûr l'IA, pour les cinéastes, est-ce que c'est une vraie menace ou est-ce que c'est un outil très utile? Le problème de l'IA, c'est que c'est un objet reproductif et pas créatif. Donc je pense qu'on peut s'en servir. Je pense juste à un truc compliqué, c'est tout ce qui est cascade, qui était apprécié par les spectateurs, parce qu'ils disent « Oh là là, t'as vu, comme au cirque ». Les gens au cirque applaudissent parce que le mec, il est là-haut, il fait un double saut périlleux. C'est d'ailleurs pour ça que le cirque va garder sa valeur. Je ne sais pas ce que les gens vont ressentir en voyant des choses comme on voit une multitude sur les réseaux. Je n'ai pas de vrai avis. Je sais que ça peut être très utile. En tout cas, en médecine, c'est sûr que ça va être formidable, mais ça va changer. Mais c'est un super ordinateur. Mais je ne sais pas, là, en l'occurrence, sur mon film, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette espèce d'emballement de la course au scoop de ces télés en continu et de réseaux sociaux. Il faut aller très vite, il faut être les premiers. Et il y a même une phrase, on dit « et la déontologie, pas de gros mots ici ». Parce que quand je fais des films, je me mets toujours à la place du héros pour comprendre. Comme un avocat, comme un journaliste, de me dire comment j'aurais réagi, comment ça peut se faire, comment cette aberration peut exister. On essaie de trouver des réponses. Et comme j'aime la comédie, je vais un peu plus loin, pas dans les caricatures, mais dans les archétypes pour s'amuser. Et enfin, une dernière question. Quel conseil auriez-vous aimé donner à Gérard Jugnot sur le point de réaliser son premier film, Pinot Simple Flic? Je pense que je lui aurais dit, voilà, quand tu faisais des films à 14 ans, en 8 mm, tu rêvais de ça, voilà, c'est arrivé. Alors déconne pas, prends du plaisir et essaie de faire le mieux possible, de faire ce que tu aimes et d'aimer ce que tu fais, quoi. Donc, et moi, j'étais très très fier quand j'ai vu un film d'eux, ce qui est très prétentieux, parce que quand on voyait le générique des films, il y a 200 personnes derrière, mais enfin, dans mon équipe, il m'appelle coach, et je trouve que c'est un très bon terme de coach.
on entraîne les gens, on essaye de pousser pour que ce soit le mieux possible. Et puis là, je suis très content parce que je fais des avant-premières, donc j'entends les silences, j'entends les rires, c'est vraiment très agréable, quoi. C'est mon côté acteur de théâtre qui remonte. C'est vrai que c'est assez frustrant parfois le cinéma. Mais non, je sais pas ce que j'aurais dit. J'aurais dit, mon petit gars, à toi de jouer. Merci beaucoup. Toute ma vie, j'ai eu peur. Toute ma vie, je me suis excusé. Et ben moi, j'en ai marre de m'écraser. C'est quoi ces conneries là? Oh! J'imaginais pas que ça prendrait sa proportion. Tu dors pas? Je te surveille. Vous me cassez les roustons avec vos intuitions foireuses. Damien Morel, et rendez-vous évidemment mercredi prochain pour une nouvelle chronique cinéma. C'est la fin de ce journal. Demain, rendez-vous évidemment à 18h pour un journal enregistré depuis le trèfle à Soisy-sur-Montmorency pour les rencontres du tourisme. On parlera tourisme donc demain dans ce journal d'information locale. Je vous donne rendez-vous donc demain à 18h et je laisse la parole à Damien pour la programmation. Et du côté de votre programmation, ça va commencer dans quelques instants à 19h. Vous avez rendez-vous comme quasiment tous les mercredis avec Parole d'ado, Regard de pro, ou l'émission de la parentalité du CIJ, le Centre Information Jeunesse du 95 du Val d'Oise, qui aide parents et ados à l'ère du numérique. Vous aurez droit aussi juste derrière à Nasreddin Hodj, bien évidemment, qui va vous raconter ses petites histoires. Ça, c'est entre 19h30 et 19h45. Et puis nous sommes le premier mercredi du mois. Donc, qui dit premier mercredi du mois, dit bien sûr Cinécure, votre dose mensuelle de ciné. De 20h à 22h, avec autour de la table Laurent et tous ses chroniqueurs, à la technique monsieur Alexandre Ken, comme Ken et Barbie, mais ça ne s'écrit pas pareil, voilà, avec un Q bien évidemment. Et puis il y aura Borat, il y aura tous les autres bien sûr qui seront autour de cette table. À 22h, c'est Paradoxal System qui fête ses 1 an et qui fait sa révolution. Nouveau nom d'émission, changement de nom, changement d'identité. Rendez-vous avec Paradoxal System, donc à partir de 22h jusqu'à minuit, avec un nouveau nom. Il sera question de quelques heures du soir, etc. Je vous spoil pas trop. Et puis enfin, à 1h du matin, rendez-vous avec Wilkinson pour Bienvenue en Haïti, que vous pourrez retrouver en direct chaque samedi de 14h à 16h. Très bonne soirée sur l'antenne de RGB sur le 99.2 FM. Sur radio-rgb.net ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player, RGB en direct de Cergy-Pontoise.